Une forêt camerounaise cachait des corps mutilés, des captifs enchaînés et un réseau macabre protégé par le silence d'en haut. Avertissement. Cette vidéo contient des descriptions sensibles d'événements réels. Elle est destinée uniquement à des fins éducatives et de sensibilisation. La discrétion du spectateur est conseillée. Bienvenue dans L'ombre des faits. Le 22 mars 2014, dans une petite localité en périphérie de Yaoundé appelée Nkolfoulou, une découverte glaçante et inimaginable allait choquer tout le pays. Ce jour-là, dans une forêt dense située à quelques kilomètres du centre-ville, les habitants découvrent ce qui allait être connu sous le nom de la forêt de la mort de Nkolfoulou ou encore la maison des disparus. Plus de 20 corps en décomposition fraîche sont retrouvés, ainsi qu'une cinquantaine de crânes humains, des vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants, éparpillés sur le sol, comme si des bêtes féroces avaient dévoré leurs victimes. Des bras, des jambes et d'autres membres humains traînaient à même le sol dans une scène d'horreur, digne d'un cauchemar. Certains parlent encore aujourd'hui de ce lieu comme d'un abattoir, humain dissimulé au cœur de la forêt. Jusqu'à ce jour, personne ne sait exactement qui était derrière cette boucherie. Aucun responsable n'a jamais été formellement arrêté. Le bâtiment inachevé, dissimulé derrière la végétation épaisse, semblait avoir été conçu spécialement pour cacher des crimes indicibles. Mais comment cette horreur a-t-elle été découverte? Tout commence avec un jeune moto-taximan du nom d'Abaka, originaire de Nkolbisson. C'est lui, sans le savoir, qui allait mettre au grand jour les pratiques sataniques de cette forêt. Sans lui, il est fort probable que ces atrocités continueraient encore aujourd'hui, dans l'ombre, en silence. Le 21 mars 2014, Abaka reçoit un appel d'un ami, lui demandant de le déposer dans les environs de Nkolfoulou. À cette époque, personne ne soupçonnait que ce coin tranquille cachait un repère de l'horreur. Alors qu'il est en route avec un autre client, il reçoit plusieurs appels insistants d'un second ami qui lui demande de venir de toute urgence. Abaka décide alors de faire demi-tour pour aller voir ce qui se passe. Il dépose d'abord son premier passager, puis passe chercher son cousin, un certain Dieudonné, pour ne pas voyager seul. Ensemble, ils vont retrouver le deuxième ami insistant qui souhaitait se rendre à Nkolfoulou. Abaka accepte de le déposer là-bas. Ce fut la dernière fois que quelqu'un les vit vivants. Le lendemain, samedi matin, l'inquiétude monte dans le quartier de Nkolbisson. Abaka n'est pas rentré chez lui. Sa famille commence à poser des questions. Ses collègues mototaximens s'inquiètent aussi. Abaka est connu pour être sérieux. Il ne passe jamais la nuit dehors sans prévenir. Ce sont les paroles de son premier client de la veille qui vont faire avancer les recherches. Il se souvient avoir vu Abaka répondre à des appels insistants d'un homme qui lui demandait expressément d'aller à Nkolfoulou. Ce témoignage alerte tout le monde. Vers midi, le téléphone d'Abaka sonne. Sa sœur décroche en larmes. Abaka, affolé, parle d'une voix faible. Il dit « Je ne sais pas où je suis. On m'a enterré vivant. Je n'ai pas vu leur visage. Je crois qu'on est quelque part dans la forêt de Nkolfoulou. C'est la panique. » La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, plusieurs mototaximens, des amis et des membres de la famille d'Abaka forment un groupe de recherche. Ensemble, ils prennent la route de Nkolfoulou. En chemin, ils arrivent à un petit cours d'eau, près d'un vieux pont de fortune. Là, ils découvrent une moto abandonnée. C'est celle d'Abaka. Le groupe comprend immédiatement qu'il est proche. Ils commencent à fouiller les alentours. Certains entendent des cris lointains venant d'un bâtiment en ruine, un peu plus loin dans la forêt. Des voix supplient. « Donnez-nous de l'eau. Aidez-nous. On va mourir. » Le groupe s'approche, prudemment. Soudain, des coups de feu éclatent. Des individus armés tirent en direction du groupe. Pris de panique, les mototaximens se replient pour prévenir les autres. Là, la situation devient grave. La foule se regroupe. On appelle la gendarmerie de Nkomo, pendant que le groupe se prépare à retourner sur les lieux avec plus de monde. Entre-temps, Abaka rappelle une dernière fois. Sa voix est encore plus faible. Il dit « Je vous entends. Vous êtes tout près. Je crois que je suis sous la terre. Ma batterie va s'éteindre. » À ce moment, la foule décide de forcer l'entrée de la bâtisse. Ils y découvrent l'impensable. Lorsque les jeunes du quartier, les mototaximens et les proches d'Abaka, parviennent à forcer la porte du bâtiment abandonné, ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. À l'intérieur, une grande salle obscure, à peine éclairée par quelques ouvertures, est remplie d'êtres humains enchaînés. Hommes, femmes et même des adolescents, attachés au mur avec des chaînes rouillées. Leurs corps sont maigres, épuisés, recouverts de plaies. Certains sont trop faibles pour parler. D'autres pleurent. Quelques-uns murmurent « S'il vous plaît, ne nous laissez pas ici. » Le groupe libère immédiatement ce qu'il peut.
Certains s'enfuient en courant dans la forêt, pris de panique, croyant encore être poursuivis. D'autres s'effondrent, incapables de se tenir debout. Mais ce n'est que le début de l'horreur. En fouillant les autres bâtiments à proximité, les jeunes tombent sur une pièce remplie de cadavres. Certains corps sont en état de décomposition avancée. D'autres sont dépourvus de tête ou de membres. Des crânes jonchent le sol, mélangés à des vêtements, des chaussures, des sacs à main. Tout laisse penser que ces victimes ont été enlevées par surprise, dans leur quotidien, puis amenées ici, sur le sol de la forêt, des traces de sang séché, des os éparpillés, et d'autres fragments humains suggèrent que les victimes n'étaient pas simplement retenues prisonnières, mais bel et bien sacrifiées. Dans une autre pièce, des sacs de vêtements usagés, des effets personnels et même des jouets d'enfants. Tout cela appartenait probablement à des personnes disparues que personne n'a jamais retrouvées. Les membres du groupe sont choqués. Certains vomissent, d'autres s'effondrent en larmes. L'un d'eux murmure « On est tombé sur quelque chose de plus grand qu'une disparition. C'est un cimetière secret, une usine de la mort. » Entre-temps, les appels à Abaka se multiplient. Il ne répond plus. Son téléphone est désormais éteint. Les recherches continuent. Certains commencent à creuser la terre à main nue, pensant que le jeune homme pourrait être enterré vivant, quelque part là-dessous. Mais aucun signe d'Abaka. C'est à ce moment que les forces de l'ordre, enfin alertées, arrivent sur les lieux. Gendarmes, policiers et journalistes découvrent l'étendue du drame. La forêt de Nkolfulu, auparavant paisible et ignorée, vient de révéler l'un des pires secrets du Cameroun moderne. Lorsque la police prend enfin le contrôle de la zone, plusieurs victimes déjà libérées ont disparu dans la nature, terrorisées. Mais 7 personnes restent sur place. Elles sont trop faibles pour fuir. Parmi elles, un vieil homme meurt sur le coup, épuisé, affamé, vidé de toute force. Les 6 autres sont immédiatement transférés à l'hôpital central de Yaoundé, où ils reçoivent les premiers soins. Leur état est critique. Tous présentent des signes de malnutrition sévère, de déshydratation et de traumatisme profond. Après plusieurs jours de soins, les langues commencent à se délier. Et ce que racontent ces rescapés glace le sang. L'une des survivantes, Maman Cécile, une femme âgée d'environ 72 ans, est identifiée grâce à une photo publiée dans les journaux. Elle avait disparu depuis 6 ans, en 2000, alors qu'elle s'était rendue au marché de Mvan. Sa famille, originaire d'Ebolova, n'avait plus jamais eu de ses nouvelles. Elle n'était ni malade mentale, ni fugitive. Simplement, elle n'était jamais revenue. Et pendant toutes ces années, elle vivait enfermée dans cette prison à ciel ouvert, au milieu d'autres captifs, dans l'attente d'un sort terrible qu'elle a, miraculeusement, évité. Un autre survivant, Nanfushitu, un praticien de Bafia, raconte qu'il se reposait au bord de la route, après avoir vendu ses médicaments traditionnels, quand des hommes en tenue civile sont arrivés. Ils l'ont accusé de troubler l'ordre public, l'ont fait monter dans un véhicule banalisé et l'ont emmené. Il pensait d'abord être arrêté pour une faute mineure, mais au lieu d'un commissariat, c'est dans cette maison de l'horreur qu'il a été déposé. Attaché contre un mur, privé de nourriture, battu et livré à lui-même avec des dizaines d'autres victimes. Une jeune femme, Titi, témoigne à son tour. Elle se trouvait devant sa maison à Etoudi lorsqu'un groupe d'hommes s'est présenté, disant qu'on avait besoin d'elle, quelque part. Elle n'a plus jamais revu sa maison. Aucun appel à rançon, aucune demande d'argent, juste le silence et la terreur. Ces témoignages, tous différents mais étrangement similaires, révèlent un schéma macabre. Les victimes étaient enlevées discrètement, souvent par des personnes de confiance ou des faux agents. Aucun contact avec leurs proches n'était établi. Elles étaient enfermées dans la forêt de Nkolfulu, nourries au strict minimum, en attente d'un sort inconnu. Il ne s'agissait pas de simples enlèvements pour rançon. C'était une chaîne bien organisée de trafic humain, probablement pour des rituels ou un commerce d'organes. D'après les rescapés, de nouveaux captifs arrivaient chaque semaine, parfois même chaque jour, et certains disparaissaient sans jamais revenir. Les plus faibles mouraient, les autres attendaient, sans savoir ce qui les attendait. Au fil des recherches menées par les forces de l'ordre et les journalistes, les chiffres deviennent effrayants. Plus de 50 corps en décomposition avancée sont retrouvés dans les bâtiments. Environ 100 crânes humains sont recensés un peu partout dans la forêt. Des dizaines de membres humains éparpillés, bras, jambes, mains, pieds, des vêtements, des effets personnels, des chaussures d'enfants. Pour les observateurs, la piste du trafic d'organes devient évidente. Les cadavres découverts dans les bâtiments étaient pour la plupart intacts, mais extrêmement maigres. Ces victimes auraient, selon certains médecins, pu mourir de faim ou de maladie après des mois de captivité. Mais ce sont surtout les crânes sans corps et les membres isolés qui posent question.
Pourquoi des têtes sans corps? Pourquoi certains restes sont soigneusement séparés? Si c'était un site de sacrifice rituel, les têtes auraient pu être utilisées dans des rituels occultes. Mais si c'est un réseau de trafic d'organes, alors les foies, reins, cœurs et autres organes internes sont les plus recherchés sur le marché noir. Un survivant affirme « On venait régulièrement chercher des corps. On ne savait jamais s'ils étaient morts ou vivants. On les emmenait et ils ne revenaient jamais. » Un autre ajoute « Ils ne tuaient pas devant nous, mais on voyait les sacs noirs sortir. Parfois, on entendait des cris, puis plus rien. Tout cela donne à penser que la forêt de Nkolfulu n'était pas simplement un lieu de torture, mais un centre de tri humain, un abattoir discret où les corps étaient exploités, pièce par pièce. Mais alors, une question essentielle se pose. Comment une telle horreur a-t-elle pu exister pendant aussi longtemps, sans que personne ne dise rien? Car autour de la forêt, il y avait des maisons, des routes, une petite usine de fabrication de bouteilles plastiques, et même un chantier de logement. Ce n'était pas une jungle isolée. Des ouvriers passaient là tous les jours. Des familles vivaient à quelques centaines de mètres. Plus étrange encore, les cris des captifs, audibles à distance, avaient été entendus à plusieurs reprises. Des gens racontent avoir entendu des appels à l'aide, mais avoir cru qu'il s'agissait d'un centre pour malades mentaux. Et c'est justement là que le plus grand mystère commence. À peine quelques jours après la découverte de la forêt de Nkolfulu, l'affaire explose sur les réseaux sociaux. À la télévision, dans les quartiers, les familles de disparus affluent sur les lieux, espérant retrouver un vêtement, une chaussure, une trace de leurs proches. Mais très vite, l'ambiance change. Le gouvernement régional, au lieu de sécuriser le site pour enquête approfondie, fait appel à des engins de démolition. En pleine nuit, des bulldozers sont envoyés. Les bâtiments où les corps avaient été retrouvés sont rasés en quelques heures. Pas d'analyse, pas de prélèvement, pas d'autopsie. La population est en état de choc. Certains crient à la trahison. Pourquoi démolir aussi vite une scène de crime d'une telle ampleur? Pourquoi empêcher les familles d'entrer, de reconnaître des objets? Pourquoi enterrer la vérité au lieu de la chercher? Pire encore, des barrages militaires sont installés autour du site. Les familles des victimes sont refoulées avec brutalité. Certains tentent de forcer le passage. 2 personnes sont abattues par balles en essayant d'entrer pour retrouver leurs proches. Les autorités justifient cela en disant qu'il fallait éviter les débordements. Mais dans les quartiers populaires de Nkomkana, Efulan et Melen, une autre rumeur se répand comme un feu de brousse. Le site appartenait à des gens haut placés, des personnalités intouchables. C'est pour cela qu'on efface tout. En parallèle, la police annonce l'arrestation de 7 hommes armés, prétendument des gardiens du lieu. Ces hommes auraient cité un certain Monsieur B, et un homme d'affaires influent dans la région. Mais après quelques semaines, plus aucune nouvelle, aucune conférence de presse, aucune inculpation. Silence total. Un policier sous anonymat aurait même confié à un journaliste. On nous a ordonné de classer le dossier, de ne plus en parler. Les Camerounais commencent à comprendre que ce drame n'est pas un fait divers, mais peut-être la face visible d'un réseau plus vaste, bien protégé, bien organisé, au cœur du système. Certains dénoncent une opération de blanchiment spirituel en période électorale. On était en 2014. L'année suivante, il y avait des élections. Qui sait ce que les politiciens font pour conserver leur pouvoir? La colère monte, mais la peur aussi. Après la démolition des bâtiments de la forêt de Nkolfulu, le gouvernement local décide de réaménager le site. En moins d'1 an, sur ces terres autrefois souillées par la mort, une école publique est inaugurée. Aujourd'hui, des enfants y jouent, rient et apprennent, sans savoir que sous leurs pieds pourraient encore reposer les restes de victimes jamais retrouvées. Car Abaka, le jeune mototaximan à l'origine de toute cette affaire, n'a jamais été retrouvé. Malgré les nombreux trous creusés, malgré les appels qu'il avait passés ce jour-là, son corps n'a jamais été exhumé. Il est très probable qu'il soit encore là, enterré quelque part sous le béton d'une cour de récréation. Les anciens du quartier, eux, n'ont rien oublié. Beaucoup murmurent encore que la terre de cette forêt est maudite. Certains affirment avoir vu des ombres, entendu des voix la nuit. Mais les années ont passé. Et comme souvent au Cameroun, le silence a remplacé l'indignation. Les journalistes qui tentaient de rouvrir le dossier ont été menacés. Les familles ont fini par abandonner, faute de réponse. Et le dossier Nkolfulu a été classé, sans suite. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette forêt? Était-ce un réseau de trafic d'organes? Une secte occulte alimentée par des complices en costume-cravate? Une structure parallèle de sacrifices humains pour des élites? Ou un marché noir bien rodé, où les victimes étaient livrées par leurs propres proches contre de l'argent? La vérité est peut-être un mélange de tout cela. Mais une chose est certaine,
Rien de tout cela n'aurait été possible sans complicité, sans silence, sans haut placé qui ferme les yeux. Aujourd'hui, la forêt de Nkolfulu est méconnaissable. Mais les esprits de ceux qui y ont péri n'ont, eux, jamais trouvé la paix. Tant que justice ne leur sera pas rendue, leur histoire entrera à la mémoire collective. Et si cette vidéo existe, c'est pour que jamais on oublie. N'oublie pas de vous abonner. Et surtout, partagez ces histoires autour de vous car ça peut sauver des vies. Merci.